Et je vous propose sans plus attendre de débuter maintenant les présentations. Alors par la première partie de cette matinée, en passant la parole à Aude Ridier. Aude est enseignante-chercheur au sein de l'Institut AgroCampus Ouest et elle va nous présenter un état des lieux de l'autonomie protéique des élevages en Bretagne et Pays de la Loire, ainsi qu'un travail de prospective d'acteurs sur l'autonomie protéique pour les filières animales de l'Ouest à l'horizon 2040. Voilà, je te passe la parole et te remercie, Aude. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, je suis enseignant-chercheur en économie à l'Institut AgroCampus Ouest et je vais vous présenter rapidement ici un travail de prospective d'acteurs qu'on a mené au printemps 2018 dans le cadre du projet Terre Unique et qui nous a conduit à formuler des scénarios d'évolution de l'autonomie protéique sur le territoire à l'horizon 2040. Alors, avant de présenter les résultats de cette prospective, je voudrais d'abord revenir sur un rapide état des lieux à l'échelle régionale et aussi sur quelques définitions. Bon, tout d'abord, cette première diapo pour montrer, prendre la mesure en fait des besoins régionaux en protéines animales, en protéines pour l'alimentation animale, pardon, sur les deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Bon, les deux régions regroupent une part significative des cheptels nationaux, que ce soit en herbivores, vaches laitières, vaches allaitantes, comme monogastriques. Donc, c'est une région où on a de forts besoins en protéines localement et où, bien sûr, les surfaces agricoles ne suffisent pas à faire face à ces besoins, ce qui fait qu'une part significative des protéines utilisées en alimentation animale, notamment les matières riches en protéines, sont importées. Donc ça, c'est le premier état des lieux. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autonomie protéique? Je voudrais revenir d'abord sur la définition, qu'on a l'acception en fait de l'autonomie qu'on utilise dans le projet. Donc, l'autonomie protéique s'entend comme le rapport entre la quantité de protéines produites comptabilisées en matière azotée totale sur la quantité de protéines consommées par les troupeaux. Ce ratio est un ratio d'autonomie protéique que l'on peut calculer à l'échelle de la ferme. C'est ce que fait le projet Devotop, notamment, qui sera présenté tout à l'heure. On peut le calculer à des échelles plus élevées. On peut le calculer à l'échelle d'un département, d'une région, d'une nation, de l'Union européenne. Donc la notion d'autonomie protéique, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on prend comme type d'aliments pour calculer la matière azotée totale et à quelle échelle on le calcule. Parce que selon effectivement l'échelle à laquelle on le calcule, on ne va pas dire les mêmes choses, ça va pas avoir le même sens. Donc un graphique qu'on connaît bien, puisque Terre Univers réactualise ses statistiques tous les ans, c'est le graphique des matières riches en protéines qui ramène en fait la production de matières riches en protéines par rapport à la consommation de matières riches en protéines pour la France. Donc, ce qu'on sait par les travaux de Terre Univers, c'est que ce ratio moyen pour la France, il est autour de 54%. Le déficit d'autonomie, il est notamment sur une matière riche en protéines principale, qui est le soja. On importe aujourd'hui en France environ 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja pour l'alimentation animale. Seulement 5% de ces importations sont originaires de l'Union européenne en 2016-2017. Et sur les importations de tourteaux de soja, on a seulement 10% de tourteaux de soja qui est non OGM. Donc effectivement, la question de l'autonomie protéique, quand on parle de matières riches en protéines, se cristallise beaucoup autour de la question du soja. On a fait un autre travail, un collègue d'AgroCampus Ouest a mené ce travail en 2016 pour calculer une autonomie protéique potentielle à partir non plus des matières riches, uniquement des matières riches en protéines, mais des concentrés qui sont donnés en alimentation animale. Donc, ils ont calculé à l'échelle des différents départements des deux régions, Pays de la Loire et Bretagne, une autonomie protéique potentielle qui est aussi le rapport entre les protéines, les concentrés, les protéines issues de concentrés produites sur un département divisé par les besoins. Ce qu'on voit apparaître à travers ces calculs d'autonomie protéique potentielle en concentré, c'est que les départements des deux régions Pays de la Loire et Bretagne sont évidemment situés différemment. À quoi c'est lié? C'est lié au fait que certains départements produisent des céréales et ont plutôt moins d'élevage. Donc ces départements-là ont des taux d'autonomie potentielle en concentré qui sont beaucoup plus élevés, alors que les départements où la production d'élevage, notamment de monogastriques, où la demande en protéines est très élevée à travers les concentrés, et où la production de céréales est moins importante, ces départements-là, ils sont plutôt avec des taux qui sont plus faibles. Donc en moyenne, on est à 56% à l'échelle du Grand Ouest, mais ce travail est intéressant parce qu'il nous permet de relativiser la notion d'autonomie protéique selon de quel aliment on parle et selon à quelle échelle on parle. Une troisième vision de l'autonomie protéique,
c'est de se dire que on peut prendre en compte toute la matière azotée totale qui est comprise dans tous les aliments. Et à ce moment-là, ce qu'on va observer, c'est que on va avoir des grandes différences entre, par exemple, les herbivores et les monogastriques, parce que ce qu'on sait très bien, Lillet a mené de nombreux travaux là-dessus, c'est que si on prend en compte toute la matière azotée totale comprise dans l'alimentation animale, tout aliment compris, y compris les fourrages, les herbivores ont une autonomie qui est plutôt élevée. Elle a été calculée autour de 62% pour les élevages bovins laitiers, puisque les élevages bovins laitiers, notamment, tirent une part significative des protéines à travers les fourrages et notamment les prairies associées, la luzerne. Donc, tout ça pour dire que la question de l'autonomie protéique, c'est une question qui est importante, mais il faut savoir de quoi on parle. On a mené un travail, je vous disais en printemps 2018, de prospective, et on a interrogé une trentaine d'acteurs en région sur leur vision de l'autonomie protéique aujourd'hui à l'échelle régionale et comment est-ce qu'ils se projetaient à l'échelon 2040 sur l'évolution de l'autonomie protéique. Et par rapport à ça, la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la place des légumineuses? Comment est-ce que les légumineuses pourraient jouer un rôle demain dans une stratégie de d'amélioration ou de forte amélioration de l'autonomie protéique? Donc, on s'est posé la question autour des légumineuses. Parmi les légumineuses, le soja est la légumineuse à graines, évidemment, la plus consommée dans le monde. C'est à peu près 78% des légumineuses à graines qui sont consommées dans le monde, c'est du soja. En France, on a une production qui est autour de 140 000 hectares. En Bretagne et Pays de la Loire, c'est moins de 100 hectares par département, c'est très peu aujourd'hui. Mais ce qu'on observe pour le soja, c'est que les surfaces depuis 3 ans, notamment via des stratégies très offensives de certains acteurs, les surfaces au soja sont en train de se développer depuis 3 ans. La légumineuse à graines qui est la plus cultivée en France, c'est le pois. Le pois occupe aujourd'hui environ 200 000 hectares, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est sur une dynamique différente. Les surfaces en pois, elles sont en déclin constant depuis les années 90. Aujourd'hui, le pois occupe 2,5% de la surface agricole utile totale. Donc, on a ces deux légumineuses, qui sont des légumineuses autour desquelles se cristallisent beaucoup de débats, de discussions. Donc, on s'est posé la question de l'enjeu des légumineuses demain par rapport à la question de l'autonomie protéique. On a mené d'abord auprès des acteurs des enquêtes, des entretiens, puis on les a fait travailler autour d'un exercice créatif de constitution de scénarios. Ce qui nous a amené à identifier les atouts, les faiblesses, les opportunités, les menaces des légumineuses. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui des légumineuses, outre leur valeur protéique intéressante en nutrition animale, c'est qu'elles ont une valeur agronomique très intéressante du fait de la fourniture naturelle d'azote avec la fixation symbiotique qui permet de diminuer potentiellement les consommations d'azote minéral dans les systèmes de production, l'amélioration de la structure des sols, l'allongement des rotations, la biodiversité, elles ont beaucoup de bénéfices sur le plan agronomique et environnemental. Ces faiblesses, aujourd'hui, on les connaît aussi, donc là, je résume, mais en gros, ce sont des filières réduites avec des faibles volumes, ce qui fait qu'elles présentent des coûts élevés en termes de logistique, de stockage, et par ailleurs, les autres leviers qui sont en orange, les autres leviers qui sont plutôt des freins en termes de faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait développer suffisamment de sélection variétale pour pouvoir améliorer les rendements. Les techniques de transformation et de conservation de ces cultures-là ne sont pas encore suffisamment au point pour garantir des rendements qui soient assez stables et qu'on puisse les utiliser sereinement aujourd'hui en alimentation animale. Il y a encore des verrous à lever sur ces aspects-là. Ça, c'est les faiblesses. Par contre, elles ont des opportunités demain, et les opportunités sont liées à leur force. Ce sont des cultures qui sont des bonnes candidates pour un projet de verdissement demain du modèle agricole, qui est quand même prôné dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, il y a eu des plans protéines, on le sait tous, depuis 40 ans, qui ont mené des succès mitigés. On sait que les surfaces ont été toujours très sensibles au montant des aides qui ont été distribuées quand même au cours de l'histoire. Mais demain, dans un projet de verdissement de la PAC, les légumineuses pourraient trouver toute leur place. Donc ça, c'est une opportunité. Une autre opportunité, c'est que la demande, il y a un moteur qui pourrait se développer demain autour de la demande des consommateurs pour des filières qualité, des filières locales, des filières non OGM. Et les filières pourraient demain s'organiser pour proposer ce type de débouchés. Les menaces, c'est que ça reste une production qui est concurrente du soja. Les légumineuses restent
concurrentes, enfin les légumineuses qu'on pourrait développer sur le territoire restent concurrentes d'un soja importé, mais peut-être que la crise du commerce international qu'on est en train de vivre en ce moment va remettre certaines choses à plat. Hein, on vit dans un contexte d'incertitude. Un autre frein et une menace sur l'avenir, c'est que sur le territoire, on ne peut pas développer la production de légumineuses dans la mesure où, au-delà d'une certaine proportion, puisqu'on ne peut pas épandre sur les surfaces en légumineuses. Donc, c'est un obstacle aussi au développement des surfaces en légumineuses sur le territoire. Alors, on a mené un travail avec les acteurs, on a demandé aux gens de créer des scénarios en fait à l'horizon 2040 en mobilisant ces différents leviers qu'on a en fait catégorisés entre des leviers qui sont liés au marché, à la régulation publique en bleu, des leviers qui sont liés aux innovations agrotechniques et des leviers qui sont liés à la demande, à l'organisation des filières, au comportement des consommateurs. Donc, les acteurs réunis en fait autour d'un travail collectif de création de scénarios ont dû constituer 3 types de scénarios. Un scénario de réduction de l'autonomie protéique, un scénario d'amélioration de l'autonomie protéique et un scénario de grande amélioration de l'autonomie protéique. Donc, juste rapidement, je rappelle qui étaient les acteurs qui ont participé à ce travail. Au total, une trentaine de participants qui appartiennent à des organisations représentatives des différents acteurs du développement agricole et des différents acteurs économiques sur le territoire de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et donc, ces acteurs se sont prêtés au jeu de la scénarisation. Donc, nous avons constitué 3 scénarios, donc, que je disais tout à l'heure, le scénario 1 de réduction, le scénario 2 d'augmentation, le scénario 3 de très forte augmentation. Ce qu'on constate, c'est que ces 3 scénarios, ici, mobilisent des leviers qui appartiennent aux 3 catégories de leviers que j'ai citées juste avant. Le premier scénario, qui est un scénario de réduction de l'autonomie protéique, ben, ce scénario-là, il est influencé, il est déterminé par le fait que il y a une insuffisance de développement de la demande et d'organisation de filières pour des produits labellisés. Donc, il est déterminé par le jaune. Il est aussi fortement déterminé par une forme de verrouillage technologique qui empêcherait des progrès tant sur la production que sur la transformation des légumineuses. Donc, c'est un scénario de réduction de l'autonomie où le territoire se spécialiserait et réaliserait des économies d'échelle. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, qui est un scénario d'augmentation de l'autonomie protéique, ce scénario-là, il a pour moteur premier le développement de la demande et la structuration des filières. Donc c'est ça qui tirerait en fait une dynamique vers l'augmentation de l'autonomie protéique à l'échelle régionale. Et dans ce cadre-là, ce serait aussi permis par le fait que il y ait des innovations sur la génétique, sur les techniques d'alimentation, que ce soit en formulation ou des techniques d'alimentation à la ferme. Donc, ces 2 éléments, à la fois des aspects d'innovation technique et des aspects de demande et de structuration de filière, seraient des éléments moteurs très forts pour aller vers un scénario d'amélioration. Et puis, on a eu un troisième scénario qui est plus, on va dire, un peu plus disruptif parce qu'on va un petit peu plus loin. On aurait une très forte amélioration d'autonomie protéique. Et dans ce scénario-là, les 2 moteurs principaux, ce serait d'une part aussi la question des marchés, de la demande des consommateurs, mais qui irait même au-delà d'une stimulation pour de la demande en alimentation animale, puisque se développerait en même temps une demande en alimentation humaine, en substitution d'ailleurs aux protéines animales. Donc on est allé jusqu'à un scénario qui va assez loin, c'est le scénario 3. Et dans ce scénario-là, il serait accompagné aussi par une politique publique incitative et restrictive. C'est un scénario où on aurait des complémentarités entre les filières céréales, enfin animales, végétales, et où la question de l'environnement aussi serait au cœur de leur réorientation des politiques publiques. Donc ça, c'est un travail un travail de création de scénarios qu'on a mené avec les acteurs. Alors, on va vous présenter juste après, vous allez avoir une présentation de simulations qu'on a fait à partir de modèles économiques. Pour faire ces simulations, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur chacun des leviers, le levier bleu, le levier saumon et le levier jaune. Donc, je vais vous présenter un petit peu très rapidement les scénarios et par la suite, on pourra discuter et vous seront présentés ensuite les travaux de simulation. Donc, le premier levier sur lequel on a décidé de travailler, c'est le levier marché et régulation, dans lequel on simule effectivement une politique publique qui va favoriser
les légumineuses à travers des aides couplées aux légumineuses. Pourquoi? Parce que on sait que historiquement, il y a eu des soutiens, il y a une réorientation de la PAC vers un paiement vert, des éco-schemes, et on sait, donc là sur ce schéma, on sait qu'historiquement, les aides directes ont toujours eu une influence sur les surfaces en légumineuses. Donc c'est une hypothèse, c'est un levier qui est possible. Donc c'est un premier levier, un premier scénario qu'on a simulé. Un deuxième scénario, c'est un scénario un deuxième levier, pardon. C'est un levier qui est lié à la demande aux consommateurs et où là, en fait, on s'est dit que on pourrait, à l'image de ce qui se fait en ce moment, où il y a pas mal d'initiatives privées qui se développent autour de la création de filières non OGM, on pourrait imaginer un scénario dans lequel on a une demande qui se développe pour les produits animaux sans OGM. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Quel serait l'impact sur les filières, les territoires et sur l'autonomie? Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et un troisième scénario, c'est un scénario, on se dit, imaginons que les leviers agrotechniques soient dépassés, qu'on puisse à terme arriver à améliorer significativement les rendements sur les légumineuses. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un dernier scénario qui vous sera présenté et un dernier levier qui vous sera présenté et qui correspond à une augmentation significative des rendements des légumineuses. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite. J'ai fini avec ma présentation. Donc Henri, si tu souhaites reprendre la main. Oui, alors du coup, c'est moi qui vais reprendre la main. Merci beaucoup, Aude. Merci d'avoir posé en quelques minutes le contexte et puis avoir présenté